ce nouvel épisode des Pacific Buzz. En tant qu'habitants des îles, nous sommes souvent exposés au soleil et aux rayons UV qui sont connus pour être mauvais pour la santé. Du coup, on se retrouve très souvent à devoir se protéger par tous les moyens existants, mais ce n'est pas toujours facile de le faire de manière écologique et responsable envers l'environnement. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de Biolay Hélène, la fondatrice de Toa Surfscreen, une marque de crème solaire 100% made in Fénois et responsable envers l'environnement. Donc sans plus attendre, je te laisse découvrir cette conversation entre Hélène et Tamatea. Donc bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode des Pacific Way et aujourd'hui nous avons une nouvelle invitée que je vais laisser se présenter. Bonjour, je m'appelle Hélène, je suis la fondatrice de Toa Surfscreen. J'ai 34 ans, je suis née au Pays Basque et j'ai grandi là-bas. De formation, je suis opticienne. Oh. Voilà, un métier qui m'a permis d'être autonome financièrement et du coup de faire ce que j'aime à côté, c'est-à-dire soit créer, soit voyager. Donc j'ai fait ça un petit peu, quelques années. Je suis arrivée à Tahiti il y a 6 ans. Et voilà, avec mon tanné. Et aujourd'hui, je suis même maman, nouveau métier, depuis 2 mois, merci, d'une petite fille. Et je sors à peine de mon congé maternité. Ok, merci de nous accorder du temps en tout cas pour ça. Avec plaisir. Alors tu nous as parlé un peu de ton parcours professionnel et est-ce que dans ce fameux parcours, donc j'ai bien compris d'opticienne, est-ce qu'il y avait cette petite germe de se dire tiens je vais monter ma propre entreprise ou quelque chose qui est venu plus tard avec au fur et à mesure des aventures? J'ai toujours aimé créer, j'ai eu du mal à rester figée dans un endroit où j'ai jamais signé de CDI de ma vie, tu vois, donc je suis vraiment, il faut que je sois libre. Et donc à chaque fois que je partais en voyage, j'aimais beaucoup m'inspirer de ce qui se passait autour de moi, créer, je me suis mis à faire les bijoux, j'ai appris le yoga, j'ai toujours aimé apprendre. Donc j'ai toujours cette petite partie de moi qui me demande de créer et c'est ce qui me rend finalement heureuse, quoi. Donc finalement c'est quelque chose qui était un peu en toi mais qui ne s'est pas forcément concrétisé sous la forme d'une entreprise avant aujourd'hui alors. Non, c'est ça. J'ai toujours pensé faire quelque chose, développer une entreprise à moi, mais pour ça il faut se stabiliser, il faut trouver un endroit, il faut trouver la bonne idée aussi et après elle est venue à Tahiti. Ah, ok, effectivement. Et du coup, par rapport à ton entreprise d'aujourd'hui, ça a été quoi finalement l'élément déclencheur qui t'a dit tiens, j'ai envie de monter cette entreprise-là? Alors, quand je suis arrivée à Tahiti, ce que j'aime beaucoup dans la vie, c'est le surf, le soleil. Je ne suis pas une grande surfeuse, mais en tout cas, c'est quelque chose qui joue un rôle dans notre vie. On a toujours habité proche de la mer. Et en arrivant à Tahiti, il fallait que je me protège du soleil, parce qu'on sait que ça apporte beaucoup de bon, mais beaucoup de méfaits aussi sur notre peau. Et je n'ai pas trouvé le produit qui me plaisait. Donc je me suis dit, je vais le créer, parce que j'ai rien inventé. La crème solaire, on sait que c'est vieux. Mais dans les pays que j'ai visités, donc c'était souvent des pays où il fait chaud, comme l'Australie, l'Indonésie, l'Inde. Il y avait toujours des petits créateurs de crème solaire naturelle et artisanale. Et à Tahiti, j'ai pas trouvé ça. Ouais. Tout était importé, tout était emballé dans du plastique. Alors j'étais subjuguée par la beauté de Tahiti. J'ai vu aussi que c'était une île, donc confrontée à ces problèmes aussi, notamment des déchets. On est dans une période aussi où on doit protéger notre environnement. On le sait, on est une génération qui va subir tout ça. Donc voilà, bref, j'avais pas de crème solaire adaptée. Et je me suis dit, cherche, essaye et tu verras. Donc je me suis dit si peut-être que ce produit aussi j'arrive à le fabriquer, il intéressera d'autres personnes et ça a commencé comme ça. Ok, très bien. Et aujourd'hui, donc tu as ta petite entreprise, donc Toa Surfscreen. Quoi consiste finalement Toa Surfscreen aujourd'hui? Tout simplement. Ouais. Écoute, je propose de la crème solaire, une alternative locale et naturelle à la crème solaire importée. Donc c'est un stick solaire pour le visage d'abord, parce qu'il est facile de se protéger le corps, mais le visage c'est un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de faire ce produit en premier. Voilà.
Ok. Et aujourd'hui, avec qui est-ce que tu travailles? Avec combien de collaborateurs, des employés? Alors quand on a lancé ce produit en 2019, j'ai tout fait seule, mais j'ai été beaucoup encadrée par... j'ai fait partie de la promotion 4 de Prism, incubateur de projet. Donc ça a été une super expérience parce que ça donne confiance aussi d'être bien encadré quand on démarre tout seul avec une petite idée comme ça. Ouais. Et voilà, donc j'avais au départ au lancement Prism qui m'aidait beaucoup. Et ensuite, comme le projet grossissait, on entendait un peu parler de mes produits, des gens se sont rapprochés de moi. Donc j'ai eu des super collaborateurs, donc une jeune fille qui s'appelle Evie Zambourg qui m'a accompagnée sur 1 an et qui m'épaulait pour toutes les missions qu'on avait à mener, la communication, la fabrication, la distribution, le développement, la levée de fonds pour développer la gamme, parce qu'on a bien vu qu'un produit, c'était compliqué de... l'entreprise ne pouvait pas être viable avec un seul produit. Okay. Donc il fallait développer la gamme pour pouvoir continuer à exister. Donc voilà, il fallait travailler sur tous ces points. Et voilà, donc je me suis entourée des gens qui pouvaient m'aider là-dessus. Et aujourd'hui, tu fais encore quasiment tout toute seule? Oui, parce que y a eu le Covid, donc c'est un peu freiné les ventes, mais on a pu quand même travailler sur le développement de notre gamme de produits, ce qui était important pour ce que je te disais, exister à long terme. Et on a donc levé des fonds avec le pays pour pouvoir formuler une crème solaire pour le corps, donc plus accessible accessible au plus grand nombre, c'est-à-dire aux visiteurs, mais aussi aux familles qui ne font pas que du surf ou de la voile, c'est-à-dire qu'un stick solaire c'est bien pour le visage, mais il faut aussi se protéger le corps des fois. Donc il fallait faire ce produit-là. On a levé des fonds et on a essayé de formuler un produit local, mais on n'a toujours pas cette formulation et ça fait 2 ans qu'on l'attend. Okay. Donc forcément, si on n'a pas le produit, tout est un peu freiné. Donc l'équipe que j'avais montée et qui était vraiment motivée pour m'amener plus loin, pour nous amener plus loin, j'ai pas pu continuer à travailler avec eux tant que ce produit n'est pas sur le marché. Et comment est-ce qu'on fait en tant que jeune entrepreneur, entrepreneuse, dans ces situations-là? Comment est-ce que psychologiquement on vit ces étapes-là? Comment est-ce qu'on essaie de surmonter, de garder la motivation? Ouais, c'est assez difficile, mais j'y crois vraiment. En fait, ce produit, c'est un peu un coup de cœur. Il n'existe pas en Polynésie, il a vraiment sa place, quoi. Une crème solaire fabriquée localement avec des produits du territoire, elle n'existe pas et tout le monde l'attend, c'est-à-dire que les hôteliers sont venus me chercher, les associations, les équipes pas les équipes, mais les écoles de voile, les écoles de surf, on est attendu sur ce produit. Donc je me sens portée, mais en fait il faut le produit, quoi. Donc je continue à y croire parce que c'est pas non plus... c'est pas, comme je te disais au début, pas très innovant. La crème solaire existe, j'ai juste envie qu'elle soit locale et qu'elle soit valorisée avec des produits du territoire, dans des emballages non plastiques. Enfin, je sens que c'est accessible, il faut juste trouver la bonne formule et pour l'instant elle n'atteint pas l'objectif qu'on souhaite. On veut un SPF 30 et là on atteint un SPF 17. Prestataire, les personnes qu'on a payées pour atteindre cet objectif n'arrivent pas à l'objectif. C'est quoi alors un peu plus, si tu peux nous donner un tout petit peu plus sur SPF 30, SPF 17? Ah ouais, alors SPF c'est l'indicateur, c'est une échelle de 15 à 50. Un SPF 30 va couper 97% des UVB et un SPF 50 va couper 99% des UVB. Mais c'est assez difficile d'atteindre un SPF 50 en matière totalement naturelle. C'est pour ça qu'on passe sur on a pour objectif l'SPF 30, où là on pourra avoir des matières naturelles sur toute la composition. Mais on n'atteint toujours pas. Donc un travail très difficile, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça, et coûteux, parce que la cosmétique, c'est quand même un domaine où la réglementation est exigeante. Alors c'est surtout pour l'export, mais on a envie de bien faire les choses et proposer un produit qui pourrait être exportable aussi, bien que ce ne soit pas l'idée. On ne fait pas un produit écologique si on n'a pas répondu à la demande déjà locale avant de l'exporter. Mais voilà, donc on est là. Très bien, Hélène, je te remercie. Je te propose de faire une courte pause et ensuite on reprend ensemble. Pas de souci. Alors, nous revoici pour notre deuxième partie avec Hélène de Toi Soft-Screen. Alors, Hélène, toi, en tant qu'entrepreneur, souvent on a cette question qui est de quelle a été, toi, ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneuse
et aussi quelle a été ton expérience que tu as apprise un peu à tes dépens. Ok, alors je dirais que la meilleure expérience en tant qu'entrepreneur, c'est la liberté que tu as dans tes choix, dans ta façon de travailler, les rencontres aussi. J'ai fait de super belles rencontres grâce à cette entreprise, donc j'aurais, je pense, jamais rencontré ces personnes si j'avais pas monté ce projet. Donc quand on fait un projet qui nous porte, finalement on rallie des personnes qui nous ressemblent et ça c'est vraiment chouette. Voilà. Les mauvaises expériences, c'est quand on est aussi... on ne peut pas avancer tout seul. Donc il y a le bon côté des rencontres, mais il y a aussi les prestataires ou la lenteur des démarches des fois qui fait que nous, on a dégagé notre temps, notre énergie, notre argent pour ces projets-là. Et puis finalement, on essaye de rallier les gens à notre cause et on paye ces gens aussi, ces prestataires, et ils sont pas là, ils sont pas à la hauteur, et ça du coup ça freine tout, quoi. Ça peut faire même dégringoler un projet, donc voilà, c'est un peu la lenteur des... Des fois c'est peut-être pas forcément qu'ils sont pas à la hauteur, c'est juste qu'ils sont pas à la hauteur de nos attentes. C'est-à-dire qu'on a des attentes bien sûr, élevées, et de se rendre compte que les gens sont pas forcément là que clairement nous. Et puis de se confronter un peu à ça. Bien sûr, c'est des entreprises qui ont aussi d'autres clients, et c'est vrai que nous on peut être un peu poussif ou un peu exigeant. Mais bon, voilà. C'est parce que du coup on y croit et on peut y aller. C'est difficile de se confronter à ça, je trouve. Okay. Ça va pas assez vite, des fois, pour moi. Ouais, complètement, ça peut s'entendre. Au-delà de ça, souvent être entrepreneur, c'est aussi parfois des sacrifices. Et du coup, est-ce que toi, tu as dû... quels sont les sacrifices que tu as dû faire justement pour en arriver là où est-ce que tu en es aujourd'hui ? Alors, j'ai pas la sensation d'avoir eu à faire des sacrifices, parce que vraiment j'y vais petit à petit et assez intuitivement. Je sens quand c'est le bon moment d'avancer ou justement de lever le pied un peu et de faire autre chose à côté pour y arriver. Mais sacrifice, ce serait de s'asseoir sur un confort peut-être financier si on a un métier en parallèle, pour se jeter dans l'aventure entrepreneuriale qui peut être au départ compliquée financièrement, parce que l'argent il n'arrive pas de suite, donc, et on en a besoin pour vivre, sachant que la vie coûte de plus en plus cher aussi, particulièrement en Polynésie. Donc c'est ça, les sacrifices des fois, c'est rejeter un travail qui nous apporte un confort financier et pour partir de rien et juste y croire, quoi. Avant que ça marche. De ne pas forcément aller sur la facilité, de se redire de toute façon je peux très bien être opticienne, revenir sur mon boulot d'opticienne tranquillement, et on laisse ça de côté, ou non, est-ce qu'on y va vraiment, et du coup on se lance un peu dans l'aventure. Exactement. Et du coup de faire des choix là-dessus. Mais c'est ça. Ok. Comment est-ce que tu te verrais toi en tant qu'entrepreneuse ? Quels sont les ingrédients qui font un peu ton style d'entrepreneuse, si tu devais définir? L'entrepreneuse que je suis, j'aimerais être une entrepreneuse un peu, je sais pas si ça se rencontre beaucoup, mais assez cool, enfin un peu à l'image de Yvan Chouinard. Je sais pas si vous connaissez le président le créateur de Patagonia, et qui a fait une entreprise un peu expérimentale où il a toujours choisi ses salariés, il a toujours choisi ses salariés en fonction des valeurs ou des passions qu'ils avaient en commun. Ils ont toujours essayé de valoriser ce salarié pour qu'il travaille mieux dans l'entreprise, par exemple en ayant des horaires de travail souples. Si par exemple c'est le surf, donc s'il y a du surf parfait, laisser les collaborateurs ou les employés surfer pour mieux travailler derrière. Enfin, voilà, vraiment j'aimerais être comme ça. Après il faut pas que je sois il faut pas être trop cool non plus, parce qu'il faut trouver des gens de confiance qui puissent répondre à malgré tout à la fin, que le résultat soit là. Mais voilà, c'est ça. Et c'est ce qui s'est passé avec Eve, la jeune fille qui m'a accompagnée pendant un an. On travaillait comme ça, on se donnait des missions, on s'est fait confiance et ça nous a vraiment rapprochés. On aurait aimé continuer ensemble, mais ça s'est un petit peu arrêté par le développement de la gamme qui a pas abouti. Ouais, effectivement. Alors, de faire avec ce qu'on nous donne au fur et à mesure, et d'avancer tout petit.
Ok. Est-ce que tu aurais, alors on a cette petite question croustillante qu'on essaie de poser à chaque fois, c'est est-ce que tu aurais quelque chose à nous raconter dans ton parcours d'entrepreneuse, une petite chose que tu n'aurais pas forcément dévoilée au grand jour, petite histoire ou des choses qui se sont passées dans la création ou au début de l'entreprise? Attends, quelque chose que je n'ai jamais dit. Alors oui, j'en ai une, je crois. Ça me demande souvent en fait comment j'ai fait pour fabriquer cette crème solaire. Je ne suis pas chimiste de formation. Mais en fait, c'est que je me suis inspirée des produits qui existaient déjà. J'ai regardé les compositions, mais il y a quand même une rencontre qui a fait que je me suis dit que la crème solaire, c'était accessible, c'était possible de le faire toute seule. J'étais en Inde et j'ai rencontré un monsieur qui m'a proposé de l'aider dans son école de surf. Okay. À Auroville, qui est une communauté à côté de Pondichéry. Donc j'ai répondu favorablement avec grand plaisir. Je l'ai retrouvé et avant d'aller surfer donc avec son groupe de jeunes, je l'ai vu prendre un sac de poudre et le mettre dans une boîte Nivea, les boîtes bleues, là, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Ouais. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais, Juan? C'est quoi ta potion? Il me dit, mais c'est la meilleure crème solaire que tu puisses trouver, qui impactera le moins possible ta peau et l'environnement, parce qu'effectivement, à partir du moment où on met quelque chose dans l'eau, ça sera toujours... il y aura une dilution, voilà, on va toujours polluer. Je ne dis pas que la crème solaire que l'on fabrique va sauver les océans, loin de là, mais on va limiter l'impact que ça peut avoir si c'est des crèmes solaires chimiques. Bref, donc ce Juan, il me dit, écoute... c'est de l'oxyde de zinc. Okay. Et c'est comme ça que je me protège tous les jours avec le soleil qui est quand même assez marqué aussi en Inde. Et j'ai jamais un coup de soleil. Et du coup, c'est resté dans un coin de ma tête. J'ai cheminé. Et quand je suis arrivée à Tahiti, ce que je te disais au début, et que j'ai pas trouvé de produit miracle ou de produit qui me convenait, j'ai repensé à Juan et je me suis dit, ok, il a mis de l'oxyde de zinc, donc qu'est-ce que c'est, comment ça protège, etc. J'ai vu qu'il y avait des études qui étaient menées et qui révélait que c'était vraiment une protection naturelle, mécanique, contrairement au filtre chimique. Et je me suis dit, le pot Nivea, je pense qu'on peut mieux faire que cette base de crème. Et du coup, j'ai fait ma popote, j'ai fait ma cuisine. Et c'est comme ça, un peu, c'est grâce à ce monsieur que j'ai rencontré en Inde que la crème solaire est arrivée finalement. Et je me suis dit que c'était possible. Attention, si jamais il écoute l'épisode, peut-être qu'un jour il viendra te voir en disant tiens, j'aimerais bien avoir des parts de... Je vais lui envoyer le podcast comme ça, parce que je ne lui ai jamais dit. Il serait très content en tout cas d'avoir un impact positif qui s'étendra au-delà de l'Inde. Ouais, clairement. Et d'avoir je ne sais pas s'il se protège toujours comme ça, mais en tout cas c'est son idée à la base. Ok. Très bien, je te propose de faire une deuxième petite pause et on rattaque sur la troisième partie. Ok. Voici pour notre troisième partie avec Hélène. Alors Hélène, petite question pour toi. J'en ai 3 en stock et tu dois me répondre optimiste ou pessimiste. Est-ce que tu es prête? Oui. On est parti. Comment vois-tu ton avenir personnel? Je me vois travailler dans l'entreprise... Optimiste ou pessimiste, pardon. Ok, pas de souci. Comment vois-tu l'avenir de ton entreprise? Optimiste. Ok, et comment est-ce que tu vois l'avenir du Fénois? Optimiste aussi. Ok, on est reparti. Donc tu avais envie de commencer sur ton avenir personnel. Optimiste, pourquoi? Parce que je sais que ce produit a sa place. Enfin, la gamme de produits qu'on va proposer et qu'on propose aujourd'hui a clairement sa place à Tahiti. Il n'est pas proposé aujourd'hui, donc le soleil est là. On a besoin de protéger notre environnement, on a besoin de protéger notre océan et on a besoin de limiter notre impact. Donc ce produit répond à tout ça. Ok, ce serait peut-être un peu plus l'avenir de ton entreprise, ça, non? Oui, excuse-moi. Et ton avenir personnel? Mon avenir personnel, je me vois à la tête de cette entreprise, entourée de super personnes, et voilà. Ok, très bien. Et tu nous as dit pour l'avenir du Fénois, optimiste, pourquoi? Je trouve qu'il y a une belle énergie sur l'île de Tahiti. J'ai l'impression que beaucoup de choses sont possibles. On est loin de tout, mais en même temps, on a tout pour réussir. Donc pour moi, Tahiti, c'est un beau lieu de vie avec une belle énergie et plein d'entrepreneurs talentueux. Donc ça ne peut que marcher. Ah bah, tant mieux, on espère bien. Ouais. On a connu ces derniers temps un peu la crise du Covid. Comment est-ce que tu vois aujourd'hui le Fénois, par exemple, rebondir vis-à-vis de cette crise?
Bah, je vois que l'économie touristique se relance, juste en regardant le front de mer et les bateaux qui reviennent. Je vois de plus en plus d'étrangers aussi se balader dans les rues de Papeete ou partout. Donc moi je pense il y a un bel avenir pour Tahiti. Effectivement, on a été très freiné par le Covid, mais comme tout le monde finalement un peu. Exactement, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça se relance. Très bien. Alors au-delà de ça, quels sont les projets sur lesquels tu travailles aujourd'hui que tu pourrais nous partager? C'est toujours le développement de la gamme, donc proposer d'autres produits toujours avec les mêmes valeurs, des produits fabriqués localement avec des matières premières du territoire au maximum, toujours sans packaging plastique pour rester le plus cohérent possible. On n'a pas envie de faire comme les autres, mais un peu mieux que les autres pour que les locaux et les gens de passage aient une alternative meilleure aux produits trouvés dans les grandes surfaces ou dans les pharmacies aujourd'hui. Aujourd'hui, pour toi, Sofrine, l'aspect environnemental, c'est primordial? Oui, c'est indispensable en fait. Si le produit ne respecte pas ce critère, ne peut pas respecter par des matières premières introuvables ou je sais pas, j'arrête. Enfin, c'est le moteur de cette gamme de produits. Ok, très bien. Et si tu devais te projeter un peu sur les 10-15 prochaines années, où est-ce que tu vois ton entreprise? Comment est-ce que tu la vois? Et toi-même, où est-ce que tu te vois? Avec une petite qui aura 10 ans, du coup. Ouais, elle travaillera pour moi. Non, on n'en fait pas les enfants. Écoute, je me vois, nous on habite à la Presqu'île maintenant, donc je me vois toujours à la Presqu'île avec une entreprise familiale, avec des produits de qualité, une gamme qui s'est forcément élargie au bout de 10 ans, je l'espère, avec qui propose du travail, pour les locaux, les gens qui... créer du... Je m'exprime pas très bien, mais... avoir une petite entreprise familiale qui n'aura pas d'impact sur l'environnement. Pas d'impact négatif, du coup, en tout négatif, cas. Ouais. Potentiellement un impact positif. Oui, excuse-moi, Pas d'impact négatif sur l'environnement, exactement. Ok. Et donc, tu vois l'entreprise grandir et essayer de promouvoir l'emploi local? Oui, ça c'est sûr. Après, je ne me vois pas avec une énorme entreprise. La croissance et l'expansion, c'est pas non plus le moteur. Bien sûr, c'est une entreprise, donc il faut qu'elle fonctionne. Mais je veux vraiment qu'on reste attaché à nos valeurs en fait, de travail, de qualité produit. Faut que tout reste cohérent. Okay. Sinon, j'ai pas envie d'avancer pour avancer, croître pour croître. C'est pas l'objectif, quoi. Il faut que tout reste aligné. Ok. Et tout à l'heure, tu nous parlais un peu d'export, c'est-à-dire ces fameuses normes qu'on essaie de respecter, justement. Est-ce que c'est un objectif, l'export, ou au contraire, non, c'est quelque chose vraiment d'annexe aussi? C'est vrai, je pense que ce serait plus logique de commencer par s'adresser à tous les distributeurs locaux avant d'aller voir ailleurs, bien qu'on ait la Polynésie a une belle image, une image sexy, les gens se rapprochent. Enfin, on a eu quelques demandes, beaucoup c'est exagéré, mais on a eu quelques demandes pour exporter justement les produits. Déjà? Oui, déjà, ouais, okay. Mais en fait, c'est pas l'idée. Je peux pas vendre un produit écologique, défendre des valeurs. S'il traverse la moitié du monde. Exactement, parce que c'était forcément des demandes de la France, puisqu'on communique en français, etc. Donc c'est la France qui s'intéresse à nos produits. Ça fait 15 000 km je trouve pas ça logique. Et okay. Après, on verra. Mais... On verra dans 10 ans, du coup. Ouais, exactement. Tu feras le tour du monde, toi, Sofrine aura sa place dans les shops indiens. Ouais, voilà, il faudra produire en France avec une formulation tahitienne, mais tu vois, il faut que ça reste logique et j'ai pas envie de mettre des bâtons dans les roues en défendant un produit écologique si les valeurs ne s'alignent pas. Exactement. Ok. Est-ce que tu aurais un petit message pour nos auditeurs qui se lancent dans l'entreprise ou au contraire qui sont dans cette dynamique d'entrepreneuriat et qui auraient ce petit message que tu pourrais leur laisser? L'entrepreneuriat, c'est une sacrée aventure, mais je ne regrette pas du tout de m'être lancée là-dedans. Et je pense que si tu as une idée en tête, un projet qui t'anime, si intuitivement tu te dis que oui, c'est possible,
il faut y aller. Je pense que ça nourrit de travailler pour soi, ça rend heureux vraiment, même si c'est il y a quand même des petites difficultés, c'est pas on y pense tout le temps, on ferme pas la porte de la boutique à 18h et on passe à autre chose. En fait, les idées, elles viennent tout le temps, la nuit, le jour. Mais si il faut que ça soit un trait de caractère, je pense aussi. Il y a des gens, ça leur convient pas du tout, quoi. Ils ont envie de travailler avec une routine, avec ça. Et voilà, et c'est parfait. Mais si ce projet d'entreprendre t'anime, je pense qu'il ne faut pas hésiter à essayer. Okay. J'ouvre une petite parenthèse, du coup, comment est-ce que ça se passe quand on est entrepreneur avec la vie de famille? Parce que du coup, être avec un compagnon, comment ça se passe de créer son entreprise? Est-ce que c'est finalement chacun fait son truc ou... Ça peut être difficile parce que quand on commence, on est souvent au départ seul, donc on partage avec les personnes qui nous entourent, dont mon compagnon, et du coup, il entend beaucoup parler des idées, et ça peut être un peu pesant parce qu'on ne ferme jamais la porte, comme je disais tout à l'heure. Après, c'est un soutien aussi. Il m'a beaucoup aidé dans la fabrication, il me donne son avis, dans le test des produits. Donc, voilà, ça peut être... c'est chouette, mais en même temps, des fois, il faut arriver à faire la part des choses. Pas toujours facile. Voilà, exactement. Et prendre du vrai temps de famille, et arrêter de penser à ses propres projets H24, quoi. Ok. Bien Hélène, en tout cas, je te remercie et puis je te souhaite une bonne continuation pour toi à Softscreen. Merci beaucoup. Et voilà, c'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz en compagnie d'Hélène Biolay, la fondatrice de Toa Softscreen. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux et à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Je te retrouverai donc très bientôt pour un nouvel épisode, un nouvel entrepreneur. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana!